Bonne journée à toutes. Alors que les dérogations de droit de succession relatives à la résorption des désordres fonciers en Corse ont été renouvelées pour 10 ans, le Rassemblement national de Corse a souhaité s'exprimer sur la problématique du foncier dans l'île. Pour le RN, le matraquage fiscal des Corses possédant une résidence secondaire au village ou en ville pour ceux choisissant de se domicilier au village n'a que trop duré. Ainsi, le parti propose une exonération sur la première résidence secondaire en Corse. Le parti souhaite ainsi ne pas pénaliser de nombreuses familles corses, mais également la diaspora. Une mesure aussi dictée par l'inquiétude du changement de population causé par cette problématique actuellement, même si le RN de Corse ne voit pas de soucis causés par l'apport de population continentale. Concernant les droits de succession, le RN de Corse préconise une exonération jusqu'à 300 000 € pour prendre en compte l'augmentation du prix de l'immobilier. Une conférence de presse où la présence de Filippo De Carlo, chef de file de Forzano, était de nouveau à noter. Cela veut-il dire que ce dernier et le RN de Corse se rapprochent? La question est posée. On écoute François Filoni, chef de file du RN en Corse. Ça ne règle pas parce que les terrains, pour le moment, ils sont dans la division. Le GRTEC en a réglé 17 ou 18 000 et il en reste 300 000. Ça veut dire qu'avant 70 ans, on n'aura pas réglé le problème. On a des agriculteurs qui attendent la terre. On a des promoteurs qui attendent pour bâtir pour les Corses. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en reportant, on n'a rien réglé. Ce qu'il faut permettre, c'est quand les terrains sont donnés par le GRTEC, ils puissent être enregistrés. Ça veut dire qu'on ait une exonération qui correspond à la moyenne européenne. Et la moyenne européenne, c'est 15%. En France, oui, c'est à 45%. Ça veut dire que c'est pas accessible pour les citoyens en Corse, d'autant que, je vous rappelle, on a la population la plus pauvre. Nous souhaitons que cette exonération soit triplée, de manière à permettre le lien de la maison. C'est pas que le lien patrimonial, c'est aussi le lien intellectuel. Ça veut dire que nos valeurs, nos identités, elles se construisent dans la maison familiale. Si les gens les envoient des HLM, on va se retrouver avec des populations qui n'ont pas les mêmes valeurs. Alors, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Comment vous financez une telle mesure, l'exonération de la première résidence secondaire? D'abord, par une meilleure gestion des communes. Il faut aujourd'hui arrêter de dépenser sans regarder. Aujourd'hui, on sait très bien que dans certaines communes, c'est plutôt l'apparatre qui compte que... Donc, là-dessus, il faut que les communes apprennent à mieux gérer. Et ce n'est pas en taxant encore une fois les Corses qu'on va leur permettre d'accéder à leur logement. Alors, les gens qui achètent des résidences secondaires, des maisons notamment, il y a beaucoup de continentaux. Est-ce que ça veut dire que pour vous, l'afflux de continentaux en Corse menace la culture corse, menace la population corse? Non, ce qui menace, c'est de ne pas permettre aux Corses d'enregistrer leur maison. Ça, c'est ça. Maintenant qu'un continental, il a une maison, il y a des Corses qui ont des maisons sur le continent. C'est-à-dire... La première, nous on prône que la première résidence secondaire ne soit pas taxée. Ça permet d'enraciner les gens dans leur village et de garder leurs valeurs. Le mot valeur est essentiel. On ne parle pas que d'argent. On parle de sentiment, d'appartenir à une communauté, de sentiment d'identité et de valeurs familiales. Donc si on les déracine des villages, on aura dans les villages des gens qui viendront faire le remplacement par l'argent. Et ça sera catastrophique parce qu'on va aller vers une désertification. Ça sera des maisons occupées l'été par des gens qui sont fortunés alors que nos villages se meurent. Justement, en quoi, selon vous, cela contribue au remplacement de population? Parce que vous avez évoqué le remplacement de population, vous avez même évoqué le lien entre cette problématique des droits de succession et le wokisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, par exemple, le lien entre droits de succession et wokisme, selon vous? Si vous prenez dans votre maison familiale, si c'est la maison de votre grand-père, la maison de votre père, c'est quand même la maison où on vous a éduqué avec des valeurs qui sont les nôtres. Si vous allez dans des cités, c'est pas pour dénigrer les gens qui sont dans les cités, mais où il y a un brassage de toutes les populations qui viennent, tous les paupérisés de la planète, on nous les embrasse dans les cités. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on perd nos valeurs, on perd l'essence même de ce que l'on est, notre façon de voir les choses. Et moi, ce que je dis là, je veux que ça s'applique en Bretagne, au Pays Basque, partout. Le droit de s'enraciner chez soi avec nos valeurs. Dernière question un peu plus politique avec vous. Aujourd'hui, il n'était pas à la tribune, mais ils ont assisté à cette conférence de presse. Il y avait des représentants de Forzanova, de lien national, et on les voit de plus en plus avec vous. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un véritable rapprochement entre le RN Corse et Forzanova et d'autres forces? Écoutez, moi, je discute avec tout le monde. Moi, tous les gens qui me respectent, je discute, sans problème. Ces personnes me respectent. Pourquoi je vais vous dire que je ne respecte pas? Et d'autant qu'ils ont des gens de chez eux, de leur famille, qui sont chez nous. Donc vous voyez que ce n'est pas un problème. Ne voyez pas une stratégie simplement. Aujourd'hui, il y a des idées qui sont portées quand même sur les valeurs, sur une société qui fait peur. Quand un gamin de 14 ans se fait tuer pour un téléphone, ça veut dire que ça inquiète. Ça inquiète encore, ça inquiète partout. Et que des gens qui se lèvent comme nous pour dire ça, nous, sans la sécurité, on n'est rien. Nous, on peut être que d'accord avec ces gens-là. Non, après, est-ce que pour autant on est dans un accord? On n'en est pas encore là. Aujourd'hui, on a des valeurs communes.
Promouvoir l'inclusion et l'autodétermination des usagers et proposer des solutions adaptées à chaque territoire. Tel est l'objectif clair évoqué par l'ARS de Corse dans le cadre du plan 50 000 solutions pour une Corse plus inclusive et solidaire. Ce plan, déclinaison de celui réalisé à l'échelle nationale, porte sur une enveloppe de 16,2 millions d'euros. Il poursuit 4 missions principales. Améliorer la coordination des acteurs au sein des territoires autour du repérage et diagnostic, soutenir la scolarisation des élèves en situation de handicap, accompagner la transformation de l'offre en faveur de l'enfance et enfin renforcer l'offre en direction des adultes. On écoute à ce sujet Audrey Colonne, directrice du médico-social à l'ARS de Corse. On est parti du constat que nous avions le département de Haute-Corse qui présente un taux d'équipement inférieur par rapport à la Corse du Sud. Donc on a cette logique de rééquilibrage et on a cette logique de renforcement de l'offre à travers de la mise en œuvre d'actions, de structures, mais qui interviennent au plus près des lieux de vie, au sein des lieux de vie des personnes. Sur ce plan 50 000, il y a 3 axes principaux, on va dire. Il y a 4. Il y a le repérage et le diagnostic précoce pour faire en sorte que notamment les troubles du neurodéveloppement soient identifiés le plus rapidement possible pour limiter le surhandicap. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement important. Il y a toute la partie liée à la scolarisation, donc de l'accompagnement des élèves en situation de handicap pour soutenir leur scolarisation, pour soutenir aussi les professionnels de l'éducation nationale qui enseignent chaque jour avec des élèves handicapés au sein de leur classe. Il y a l'accompagnement au sens large des enfants en situation de handicap, indépendamment de leur scolarisation, et puis avec des services de type CESAD, Institut médico-éducatif. Et enfin, on a la partie adulte qui est prépondérante en Corse par rapport aux autres régions, puisqu'il est tenu compte aussi de la démographie de la région et du vieillissement de la population. Donc il est important de pouvoir avoir une offre assez dynamique pour répondre à l'ensemble des besoins. C'est quoi le diagnostic des problèmes, par exemple, vous disiez de neurodéveloppement? Comment ça marche? Alors, on part de l'observation de l'ensemble des personnes qui entourent l'enfant. Donc il y a déjà tout un travail de sensibilisation et d'information, par exemple pour des personnels de crèche, pour des assistantes maternelles, pour les parents eux-mêmes, bien sûr pour les professionnels médicaux, dans leur capacité à repérer les éventuels retards de développement. Et l'enjeu qu'on se propose de soutenir, c'est de dire que quand il y a un doute, quand il y a une question, il ne faut pas hésiter en fait à en parler à son médecin. Et puis il y a ce qu'on appelle maintenant depuis quelques années la plateforme de coordination et d'orientation qui va accélérer en fait ce parcours diagnostique, qui va évaluer l'enfant, reprendre ce que va avoir expliqué le parent, observer dans son lieu de vie, et puis l'orienter vers les bons professionnels pour que derrière le diagnostic soit confirmé ou pas, et qu'en même temps on mette en place les interventions éventuellement socio-éducatives, paramédicales qui lui sont nécessaires, et faire en sorte que le handicap, s'il est là, s'il est confirmé, ne se majore pas par défaut d'accompagnement. 50 000 solutions, ça veut dire des moyens humains aussi qui vont devoir accompagner tout ça. Tout à fait. On a fait une estimation, même si c'est un petit peu difficile de le faire, on a bien travaillé sur la répartition de l'enveloppe, sur la création d'un nombre d'actions selon les territoires, et on a essayé de chiffrer, parce qu'il y a un enjeu RH évidemment très important, ce que allait induire la création de ces actions, et on est à un peu plus de 250 professionnels qui vont être nécessaires pour les faire fonctionner, à minima. Il y a des moyens en structure aussi, il va falloir créer d'autres structures. Alors, on a dans les 16 millions, donc c'est 16 millions d'euros qui vont être rajoutés aux 70 millions qu'on finance déjà tous les ans, nous, Agence régionale de santé. Il y a dans ces 16 millions, il va y avoir effectivement du renforcement de toutes les équipes mobiles pour pouvoir intervenir sur les lieux de vie. Et puis, il y a des structures pour pouvoir répondre à des besoins plus importants, notamment sur la partie adulte, puisqu'on se propose de pouvoir répondre aux besoins identifiés sur les territoires de l'extrême sud et de la Baleine par des créations de pôles d'hébergement regroupant maisons d'accueil spécialisées et foyers d'accueil médicalisés. Donc, c'est des pôles de 25 personnes, enfin pour 25 personnes. Et donc, derrière, c'est des projets architecturaux, évidemment, qui sont importants. Et pour accompagner cela, puisqu'il y a une logique de transformation, d'évolution de l'offre, on accompagne notre enveloppe de 16 millions, qui est vraiment pour le fonctionnement quotidien, par une enveloppe là, de 12 millions d'euros sur l'investissement, pour faire en sorte que soit on reconstruise des établissements, soit on en construise de nouveaux, mais qui tiennent compte de toutes ces notions d'architecture thérapeutique qui sont nécessaires pour bien accompagner les personnes. Ce plan 50 000 solutions, ça va vraiment changer la vie des personnes en situation de handicap et des familles? Oui,
Oui, parce que d'abord, on va multiplier les accompagnements, le nombre d'accompagnements et le nombre de personnes qui vont pouvoir en bénéficier. Et puis, ça s'accompagne par une logique d'évolution des pratiques professionnelles, des organisations des établissements. Donc, c'est ce en quoi ça correspond à vraiment une révolution, puisqu'on sort d'une logique où on avait un établissement et des murs à des accompagnements qui vont rester aussi intenses, mais qui vont pouvoir s'organiser sur les lieux de vie et accompagner ces personnes à réaliser leurs projets. Encore une fois, que ce soit la scolarisation, la professionnalisation, des projets culturels, sportifs. Voilà, donc il y a vraiment une évolution à la fois dans la densité des réponses, mais aussi dans la manière qu'on va avoir de répondre aux besoins de nos concitoyens. Volet en Ligue B, le GFCA a facilement disposé de France Avenir. C'était ce samedi soir au Palatine au 3-7-0. Le leader du championnat a fait respecter la logique 25-17, 25-23 et 25-14. Ce résultat permet au Diable Rouge de rester en tête de la compétition. L'écart avec Fréjus demeure de 5 points puisque le Dauphin s'est imposé à Martigues dans le même temps. Plus que jamais, le GFCA se trouve en position de force dans cette compétition et en vue des playoffs qui se profilent. Océane Ayala a décroché ce dimanche le titre de champion de France universitaire de kickboxing. Une victoire arrachée de haute lutte face à une adversaire plus grande en taille. Lors de cette compétition qui s'est déroulée à Brest, des combattants venus de toute la France se sont affrontés sur les rings installés dans le gymnase de Lubot. La semaine prochaine, Océane se déplacera à Boulogne-sur-Mer pour le championnat de France de la FFKMDA. Nous sommes le lundi 3 février 2025, jour de la Saint-Blaise. C'est une belle journée que nous avons au programme avec du soleil dans un ciel bleu. Certes, quelques nuages traîneront ci et là, mais dans l'après-midi, le ciel sera bien dégagé partout. Le vent est faible, il souffle simplement jusqu'à 50 km/h dans l'extrême sud et en Balagne, avant de faiblir en soirée. Les températures sont stationnaires et toujours douces pour la saison. Il fera jusqu'à 16 degrés à Bastille, à 15 à Aiac, au Cal, Vilise ou la Propia, 14 à Portivet, Tubunivaz, ou 13 à Corti, Sartè, 8 ou 12 à Cervione, Pietral, Bazzi, Caou, 11 à Prunello di Fiumorbo et Rugliano. Fin de ce journal sur Alta Frequenza, merci pour votre fidélité. Je vous retrouve ce soir pour votre émission C'est le foot entre 19h et 20h. À Stasir.